Merci à toutes et tous d'être venus nombreuses et nombreux pour un premier débat, puisque sur la question européenne, nous avons organisé avec Manon Aubry 2 débats consacrés à cette question. Donc il y a 2 séquences, il y en a une aujourd'hui, il y en a une demain matin à 10 h dans la même salle, autour des questions européennes de manière générale, et plus généralement on a posé la question comment s'organiser dans le cadre d'une prise du pouvoir, dans le cadre national, en face, ou en tenant compte en tout cas de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour en débattre, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Éric Piolle, que vous connaissez, maire de Grenoble, candidat à la primaire écologiste, qu'on remercie d'être venu débattre avec nous. Ces amphis, c'est un moment d'échange, de débat. Il y a des points de convergence, il y a des points de divergence qui peuvent être mis en discussion. L'idée, c'est qu'on puisse en parler aussi. Et on sait, c'est pas faire offense de dire ça, que la question européenne, c'est un point, pas forcément toujours de divergence, mais en tout cas un point de débat, de discussion nécessaire entre nous. Et l'objectif de cette séquence, et de celle qui aura lieu demain aussi, c'est qu'on puisse tout simplement avancer dans ces débats et dans ces discussions. Moi, je ne veux pas être trop long, mais c'est clair que la question européenne, c'est une question marqueur. On se rappelle de 2005, on sait que le camp de la gauche au sens large est percuté en tout cas par cette question européenne et a des positionnements qui ne sont pas toujours compatibles les uns avec les autres. Et c'est ça qu'on doit débattre et échanger entre nous aujourd'hui. Pour l'organisation du débat, on va prendre 2 grandes parties, c'est-à-dire une première partie plutôt sur la question de quelle approche générale on a de l'Union européenne. Est-ce qu'elle constitue un obstacle? Est-ce qu'elle est au contraire une opportunité ou une chance? Et quels sont les blocages qui pourraient apparaître dans le cadre d'une prise de pouvoir dans le cadre national au niveau européen pour mettre en place les politiques qu'on souhaiterait mettre en place? Et donc une première partie comme ça où je vais interroger successivement Éric et Manon. On leur laissera à peu près 15 minutes sur chacun d'entre eux sur cette première partie. Puis ensuite on aura une deuxième partie une fois qu'on aura identifié éventuellement les leviers, identifier éventuellement les blocages, on aura une deuxième partie sur quels sont les leviers pour agir, pour transformer, quelle est la méthode pour faire en sorte que dans ce cas-là, le programme qui a été défendu par les électrices et les électeurs s'applique effectivement. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, ensuite il y aura un temps, si on arrive à tenir ces délais, on aura un temps d'une vingtaine de minutes pour échanger ensemble et je prendrai vos questions pour faire en sorte que le débat puisse se poursuivre avec la salle. Voilà, merci beaucoup d'être venu à nouveau. Et puis, Éric, peut-être je peux te donner la parole pour introduire. Ok, merci d'abord beaucoup à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Merci à toi, Manuel. Merci à Manon aussi. C'est une nécessité, je pense un plaisir aussi de se retrouver à l'occasion de ces journées d'été successives. Manon est venue à Poitiers où nous étions la semaine dernière. On est très heureux d'être là nombreux. C'est l'occasion de voir que certains d'entre nous ont fait ce petit parcours, de retrouver aussi les militants locaux, et je salue les élus et les militants grenobloises et grenoblois aussi qui sont là dans la salle. Ça permet de retrouver aussi énormément de monde, et n'oublions jamais que la politique est incarnée, et donc ça passe aussi par des relations humaines, et que les choix que nous faisons dans ces relations humaines sont aussi importants. Entretenir cela, ça vaut la peine. Alors peut-être pour brosser rapidement, répondre à ta première question sur voilà, où on en est sur l'Europe, quel levier majeur. Je pense qu'il y a une situation qui est d'abord nouvelle en Europe par rapport au débat qu'il y a pu avoir en 2017. D'une part, le Brexit, avec tout ce que ça a suscité de négociations, de questionnements, de modifications aussi des équilibres économiques, des équilibres financiers, des équilibres militaires également, et puis même des équilibres à l'intérieur de l'Europe où on peut dire que les tenants d'une Europe marché ont perdu un allié majeur, un allié historique majeur. Et donc, c'est une façon de regarder positivement le Brexit, évidemment, tout en suivant de près tout ce qui se passe, notamment en Écosse, et tout ce que ça suscite aussi de débats européens, et tout ce que ça a suscité de débats européens chez eux.
Il y a un deuxième élément marquant, évidemment, on est en plein dedans, c'est le Covid, qui a conduit quand même à acter pour la première fois un investissement commun. C'est 750 milliards d'euros, dont 390 donc, sont en subvention et le reste en prêt, mais qui marque la fin aussi, ou en tout cas une possibilité de rupture avec le carcan budgétaire. Et je crois que cela, évidemment, pour certains, c'est purement temporaire, c'est une bulle spatio-temporelle, hein, comme la crise de 2008. Il y a une crise, on répare et on continue comme avant la même marche d'austérité. Mais il n'empêche que c'est là un deuxième coup qui me semble assez déterminant et intéressant de garder en tête pour la suite. Et puis, il y a évidemment des enjeux aussi politiques majeurs, puisque l'Europe est traversée également par des mouvements illibéraux, par des dirigeants qui remettent en cause l'état de droit. Et ça, il faut aussi qu'on l'ait en tête. C'est pas que pour le Brésil, on l'a vu en Hongrie, on le voit en Pologne. Et évidemment, on va avoir un enjeu avec la présidence slovène tout de suite. Nos libertés publiques sont en danger, on en parle en France, et c'est le cas de façon très accentuée dans certains domaines, dans certains autres pays. Nos médias sont contrôlés par des puissances financières fortes. L'indépendance de la justice est remise en cause, notamment en Pologne, on l'a vu. Donc ça, c'est un facteur politique, de démocratie démocratique en Europe qui est fort. Et puis le deuxième, c'est évidemment que pendant que cette Europe est frappée aussi par le dérèglement climatique de façon massive, eh ben, elle est toujours complètement sédimentée dans une structure de pensée capitaliste et financière, ordolibérale, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui continue de favoriser les puissances de marché. Et là, on est au cœur de notre problème commun, je crois, avec un diagnostic commun sur la nécessité de changer cela pour avoir une vie plus juste et plus sûre sur cette planète. Avec une règle qui reste que c'est le capitalisme la règle et que l'exception c'est les services d'intérêt généraux, indépendamment du débat en plus qu'il y a sur la différence entre ces services d'intérêt généraux et le service public tel qu'il est conçu en France, que la règle c'est le marché capitaliste et l'exception c'est les communs, mais des communs qui devraient être gérés sans moyens et uniquement reposant sur de la bonne volonté. Que la règle c'est le capitalisme et que l'exception, c'est l'exception culturelle comme son nom l'incarne, c'est ce qu'on peut essayer de faire pour protéger les forêts et les océans. Donc bref, là on a un problème consubstantiel et qu'on partage, d'une Europe sédimentée pour cela et dont on voit les traductions, puisque en Grèce cet été, il y a des incendies massifs, mais ces incendies massifs, ils arrivent après le démantèlement des services publics, après la vente des ports, après tout cela. Et puis, on se retrouve effectivement à envoyer des Canadair en soutien en Grèce, ce qui est évidemment nécessaire, mais n'oublions pas ce que nous avons fait à la Grèce avant d'en arriver là. Je crois que nous devons garder cela en tête, comme nous avons gardé en tête et que nous gardons en tête tout ce qui se passe en Méditerranée autour de la question des réfugiés et les innombrables, les milliers de personnes qui continuent de se noyer en Méditerranée, et que nous avons là encore un sujet pour reparler du Covid, autour de la levée des vaccins et de ce blocage sur la levée des vaccins qui a des conséquences majeures, des conséquences de vies humaines, mais aussi des conséquences sanitaires d'ailleurs pour l'Europe, puisqu'on se le reprendra dans les dents. Donc le paysage, je crois qu'on en partage le diagnostic, tu le disais, on en partage très largement les contours, mais c'est quand même important de le rappeler, avec du coup la nécessité pour nous, pour sortir peut-être de débats assez théoriques de qu'est-ce qui se passerait si le monde marchait tel qu'on le voulait, d'avoir à la fois une vision de long terme bien sûr, mais d'une stratégie à court terme, et je crois que c'est ça qui nous intéresse, et notamment dans nos discussions avec Manon, cette stratégie de court terme où on se dit que là qu'il y a un Parlement qui incarne une démocratie et une Europe fédérale, et que de mon point de vue il est nécessaire de renforcer, et que c'est ce que nous défendons écologistes, mais ce rêve d'une Europe des citoyens, d'une Europe des intellectuels, d'une Europe culturelle telle que pouvait l'imaginer Victor Hugo, là, au Parlement européen,
on peut le retrouver, que nous avons une commission qui est l'incarnation de ce pouvoir technocratique sédimenté dans le capitalisme, hein. Donc là, on sait que cette administration, évidemment, il faut qu'on la refonde, puisqu'elle est aujourd'hui concentrée sur une pure logique de concurrence pure et de compétitivité et d'attaque des services publics, et puis d'un conseil qui est finalement une sorte de conseil des princes, hein, de l'Europe médiévale, et où évidemment on se rend compte que là il nous faut changer les règles pour renforcer le pouvoir du Parlement, parce que si on laisse les décisions au conseil des princes, ça ne peut pas marcher. Donc cette question stratégique finalement de comment on veut avancer dans le domaine de la restructuration à la fois de la démocratie, des objectifs politiques, des institutions, je crois, il doit se poser sur ces trois dimensions. Tu me surveilles, ouais, sur l'heure, parce que je parle beaucoup. Je crois que là aussi, dans ce que nous voulons faire, nous avons un certain nombre de points d'accord, hein, notamment tenir face à... J'ai 15 minutes, c'est ça, hein. Tenir face à mes 15 minutes, c'est vrai que c'est long quand on écoute, c'est court quand on parle, mais long quand on écoute. Tenir face à les positions sur l'état de droit, et ça on sent bien qu'il nous faudra tenir là-dessus, parce que ce qu'on voit en Hongrie, en Pologne, n'est pas rassurant, hein. Également le refus d'obéir bêtement à toutes les règles des traités, et là peut-être qu'on aura des différences après d'interprétation, c'est que toutes ces règles sur les 3%, les 60% d'endettement, etc., on peut avoir une logique là, tactique de réinterprétation de ces traités, en se disant, comme peut le proposer Gaël Giraud, que par exemple on peut sortir tout ce qui est investissement vert du carcan actuel. Donc là on peut avoir des chemins tactiques qui nous disent ok, on n'y va pas frontalement contre le traité, mais par contre on le réinterprète, et en sortant des pans qui nous semblent indispensables à la transition, du coup on va obtenir un objectif, on va dessiner un objectif qui celui-là est atteignable. Objectif, j'imagine aussi partagé, de remettre en cause le pacte de stabilité et de croissance, et plutôt d'aller vers un pacte de solidarité et de transition, hein, qui finance les investissements sociaux et environnementaux. Donc là, on peut s'appuyer sur l'exemple des 750 milliards en disant qu'on en veut un autre, mais cette fois pour la solidarité et la transition. Un plan massif, et là nous avons fait un travail depuis un an pour traduire les objectifs de réduction de gaz à effet de serre domaine par domaine, de l'agriculture à l'industrie, au numérique, au bâtiment, et de voir qu'est-ce que ça donnait également par les mesures que nous proposions en termes de destruction de postes ou de mutation de postes et de création d'emplois. Et donc cette balance baisse de gaz à effet de serre et évolution de l'emploi à la baisse et à la hausse, il est extrêmement important de le faire. Et puis, dans le même esprit que le plan de stabilité et de croissance qui doit être remplacé, nous sommes en train de terminer la mise en œuvre du cadre de la PAC, de la politique agricole commune, et vu ce qu'en est sorti, là, ce sera un impératif d'avoir une clause de revoyure de la PAC, puisque la traduction française, en plus de la PAC, là, les arbitrages faits par la France sont absolument détestables, sont clairement en recul, et ne seront pas à la hauteur loin de là, c'est même vraiment un recul, pour faire évoluer le monde agricole et reconnecter alimentation et l'agriculture. Donc ça, c'est, je crois, un deuxième ou un troisième grand pan d'accord avec cette volonté de respecter l'état de droit et volonté de contourner, ou en tout cas de ne pas respecter le cadre d'austérité qui nous est proposé. On peut en citer, je pense, deux autres points d'accord, hein, d'une Europe des peuples, cette Europe pour nous fédérale à laquelle nous appelons, hein, où on accorde directement aussi des droits individuels aux personnes. Et là, il nous faut réfléchir à qu'est-ce qui fait ces droits individuels aux personnes, qu'est-ce qui peut faire Europe là-dedans. Est-ce que c'est un Erasmus élargi à tous les jeunes? Est-ce que c'est un Erasmus pour les fonctionnaires entre pays? Est-ce que c'est une assurance chômage européenne, puisqu'on sait que
des pans entiers de l'emploi vont changer? Est-ce que c'est un droit d'1 an pour tous les jeunes de 18 à 25 ans d'aller dans un pays étranger et de pouvoir avoir les moyens d'y vivre pendant 1 an? Bref, là, cette Europe des peuples, elle est indispensable et elle nécessite là-dessus une révision totale de notre politique en matière de réfugiés et d'immigration, et donc une transformation de Frontex. Ça, je crois que c'est vraiment, pour moi en tout cas, un élément central de protection transformer Frontex pour protéger les réfugiés et créer un droit d'asile européen, au lieu de se retrouver là dans des configurations où chacun essaie d'être suffisamment inhumain pour se dire que les réfugiés iront dans un autre pays. Donc voilà les traces peut-être que je souhaitais pour aborder ce premier tour de table. C'est-à-dire qu'est-ce qui doit faire accord, j'imagine, entre nous, pour arriver sans doute derrière une logique tactique, cette vision de long terme, mais comment elle se traduit tactiquement quand on arrive au pouvoir, d'une part. 2, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme nuance dans les projets que l'on porte, ou quelle différence entre les projets que l'on porte, et peut-être qu'on peut aborder dans une deuxième partie, parce que je pense que c'est important d'insister sur comment nous voyons les choses et les diagnostics et les propositions sur lesquelles nous sommes d'accord, parce que c'est en cultivant aussi ce qui nous rassemble que ça nous permet d'avancer et de discuter plus sereinement de ce qui nous peut-être encore est à débattre entre nous, à la fois sur le fond et sur la stratégie et la tactique. Merci beaucoup. Alors Eric, il a fait que 12 minutes, donc il aura 3 minutes de rab tout à l'heure. On est déjà en débat présidentiel. Voilà. À toi Manon. On se croirait sur... Tu remplaces Ruth Elkrieff, c'est ça? Exactement. En mieux, j'espère. Avec un public beaucoup plus convivial. D'abord, merci Eric d'avoir accepté de te prêter au jeu dans un univers qui n'est pas le tien, de venir en terre insoumise pour le faire, sur un sujet qui est, à mon sens, trop souvent caricaturé et pas traité sérieusement. Et je le dis en toute modestie aussi, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on est élu au Parlement européen. On a nous-mêmes enrichi notre pensée de notre expérience au Parlement européen et de notre confrontation au pouvoir. Et moi, je voudrais qu'on s'accorde déjà sur un principe, sortir une question du débat qui, moi, me fatigue et que je ne voudrais pas qu'on traite ici. Pour être très au clair, c'est la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'Union européenne? Je ne sais pas toi, Eric, moi, je refuse de répondre à cette question. Ça dépend pourquoi. Si vous voulez faire une Union européenne qui lutte contre les paradis fiscaux, qui prend sérieusement la question de la planification écologique, qui fait de l'harmonisation sociale un préalable, oui, évidemment. Si c'est l'Union européenne qui est celle qui a pris le pas ces dernières années d'une Europe libérale, austéritaire, de la concurrence et du marché, non, j'en veux pas. Donc en fait, ça dépend quelle finalité politique on donne. J'évacue cette question pour aller sur, à mon sens, le cœur de ce qui doit occuper notre débat aujourd'hui. Nous arrivons au pouvoir en 2022 en France. Je dis nous, mais nous, ça peut être les écologistes. Ça peut être les écologistes. Et donc, comment on fait concrètement pour appliquer un programme de rupture? Vous prenez l'avenir en commun. Vous prenez chacune des mesures de l'avenir en commun. C'est un exercice qu'on a fait avec Manu et qui est assez intéressant pour voir sa compatibilité avec le droit européen et pour voir dans quelle mesure c'est faisable. Et donc, ce qui sous-tend derrière, c'est évidemment une chose majeure. C'est que nous, au pouvoir, oui, nous appliquerons l'ensemble des mesures pour lesquelles nous avons été élus. Que oui, nous irons au-delà des blocages qui sont posés au niveau européen. Alors, c'est une nuance que je pourrais avoir par rapport à toi, Eric. Moi, j'avoue que l'Europe idéale, l'Europe telle que tu as pu la décrire, pourquoi pas? Mais je pense que l'Europe de nos rêves, malgré mon jeune âge, je ne sais pas si je vais la connaître. Et j'avoue avoir une approche assez pragmatique. Alors c'est peut-être un gros mot quand on est de gauche, le pragmatisme, mais j'avoue que je suis assez pragmatique et que je me dis comment on peut se donner les moyens
d'arriver à nos fins, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un programme de progrès social et écologique. Donc il y a une vision idéale de l'Union européenne dont on peut débattre, qui est celle de nouveaux traités européens. Si demain vous me donnez une feuille blanche, j'ai plein d'idées sur comment réécrire les traités européens. C'est nécessaire, c'est utile d'avoir un cap quand vous faites de la politique. Maintenant, il faut être pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la France, deuxième économie européenne, peut participer à la nécessaire transformation écologique de nos sociétés dans un temps où on n'a plus le temps, où l'urgence écologique se voit tous les jours, où la crise des inégalités a atteint des records. Et pour ça, ce qui me paraît impératif, c'est que l'Union européenne ne soit pas cette impensée du pouvoir, où on va, et je le vois déjà venir pour cette campagne pour les présidentielles, opposer les gentils européistes et les méchants eurosceptiques. Et moi, je pense qu'on peut tracer une voie au milieu qui consiste à travailler pour appliquer concrètement notre programme en identifiant concrètement les blocages qui sont posés par l'échelon européen pour mettre en œuvre ce programme écologique et social. Et quelque part, ne pas répéter les erreurs ou les errements du quinquennat Hollande qui nous promettait qu'il allait renégocier les traités européens. Bon, vous en avez vu ce qu'il a été. Je pense que mentir en politique, c'est une mauvaise chose et ça ne contribue pas à la confiance en politique. Et l'approche qui est la nôtre, c'est d'identifier concrètement ces blocages et de proposer une méthode de gouvernement pour, au soir d'avril 2022, être en capacité d'appliquer notre programme et ne pas avoir les mêmes erreurs, ne pas reproduire les mêmes erreurs et la même impuissance qu'a pu reproduire notamment Hollande, au-delà du fait qu'on peut avoir aussi des différences sur les mesures qu'on veut mettre en œuvre. Et donc, et c'est là-dessus que je veux insister dans cette première partie, pour moi, notre point de départ, ça doit être l'analyse lucide des incompatibilités de notre programme avec des règles européennes, avec le droit européen. Et je vais vous en donner quelques exemples parce que, à mon sens, ça sert d'être précis, concret, pour voir ensemble comment on lève ces blocages. On a, par exemple, et j'en suis sûre que c'est quelque chose qui est partagé par les écolos, mais j'aimerais vous entendre de savoir comment vous allez lever ce blocage, le protectionnisme solidaire. Avoir des produits qui font 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre supermarché, a priori, ça a un coût écologique et social bien plus fort que si vous achetez aux producteurs du coin. Sauf que l'Union européenne a signé des traités de libre-échange à l'appel, plus de 80, il y en a des dizaines encore en négociation, et donc on abaisse les barrières douanières, et donc on fait venir les marchandises du monde entier pour atterrir dans notre supermarché. Nous assumons de dire qu'il faut faire du protectionnisme solidaire et qu'il faut se défaire des traités de libre-échange. Comment on fait? Deuxième question. On veut créer des pôles publics industriels, des pôles publics de l'énergie. On veut sortir les biens communs dont tu parlais du marché. On veut favoriser la production locale et de proximité dans les appels d'offres publics. C'est interdit par le sacro-saint droit de la concurrence au niveau européen. Nous n'avons pas le droit selon les règles européennes. Comment on fait pour lever ce blocage? Ensuite, tu parlais de l'Europe austéritaire. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'il ne faut pas juste sortir les investissements écologiques de la règle des 3%. Il faut se redonner des marges de manœuvre budgétaires. Oui, nous sommes en capacité d'emprunter davantage. Encore faut-il changer les règles de la Banque centrale européenne, d'une part, et se débarrasser de la règle des 3% de déficit qui a été écrite sur un coin de table, sans aucune valeur économique, et dont on serait les seuls États dans le monde à respecter à l'heure où il est plus que jamais urgent d'investir dans la transition écologique et sociale. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, j'aurais aussi un léger point de nuance sur le plan de relance européen. Il y a une dimension intéressante sur le fait que tout d'un coup, on peut emprunter en commun, donc on peut trouver des capacités financières. Mais là aussi, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on veut se débarrasser du cadre du semestre européen, qui est le contrôle budgétaire européen, c'est les contreparties austéritaires. Et donc le plan de relance européen, pour l'avoir bien analysé, notamment pour la France, alors c'est entre les lignes et indirectement, mais vous trouvez notamment des engagements d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage. Et donc oui, aujourd'hui,
un pouvoir progressiste, social et écologique au pouvoir en 2022 doit assumer de dire que non, nous ne ferons pas une réforme des retraites pour faire plaisir à la Commission européenne. Oui, nous investirons massivement dans la transition écologique. Oui, nous ferons le choix d'appels d'offres publics qui favorisent la production locale. Oui, nous renationaliserons toutes les entreprises qu'il est nécessaire de renationaliser, notamment pour la transition écologique. Oui, nous assumerons d'avoir une lutte sans faille, y compris vis-à-vis de nos voisins européens, de tous les paradis fiscaux, et je pense particulièrement au Luxembourg et à l'Irlande. Oui, nous assumerons de dénoncer le dumping social qui est fait au niveau européen, et notamment la directive sur le travail détaché. Je ne prends que ces exemples. Vous voyez, j'en ai cité déjà 7 ou 8. En réalité, à mon sens, il y en a au moins une dizaine qui constituent aujourd'hui les principaux blocages. De nouveau, pas parce qu'on est pour ou contre l'Union européenne. L'Union européenne pourrait être un espace d'opportunité, par exemple, pour lutter contre l'évasion fiscale ou faire la planification écologique et contre le changement climatique. Mais si l'on veut être crédible dans l'application de nos programmes, il ne faut pas vous mentir. Et nous, on vous dit clairement quelles sont aujourd'hui les dispositions de ce que l'on propose qui sont incompatibles avec le droit européen. Et ça, si cet exercice n'est pas fait de manière lucide, alors on ment aux gens, et alors on assume aussi un degré de naïveté. On va vous faire croire qu'on va pouvoir changer les règles alors qu'on aura des contraintes. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à mon sens, et ça va être la deuxième partie de la discussion parce que j'ai probablement dépassé mon temps, et que je ne veux pas être trop longue sur cette première partie, c'est une fois qu'on est d'accord, et j'aimerais qu'on soit d'accord sur ces points de blocage identifiés au niveau européen, je pense qu'on peut être d'accord sur l'essentiel. Peut-être que nous avons des divergences, je disais notamment sur les 3%, etc. C'est quelle est la méthode pour sortir de ces blocages. Et là, c'est ça aussi qui va être important. C'est de sortir du fait que l'Union européenne, ce n'est pas que du droit. On a analysé ensemble, et je l'ai fait rapidement ici, mais ça mérite à mon sens davantage de débat dans le contexte présidentiel, à tous ceux qui vous disent « Non mais vous êtes contre l'Union européenne ». Posez-leur la question. Comment on fait un grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables sans se débarrasser de ces règles des 3%? Comment on fait favoriser la production locale sans se débarrasser du droit à la concurrence au niveau européen, etc., etc. Posez-leur la question. Nous, on a réfléchi à cette question, et c'est ça, à mon avis, le cœur du débat. On se met d'accord et on analyse ces points de blocage vis-à-vis du droit européen, et ensemble, on peut trouver une méthode pour les débloquer. Et précisément, l'Union européenne, pour finir là-dessus, c'est pas que du droit. L'Union européenne, et on l'a vu avec Manu depuis qu'on est élu au Parlement européen, c'est de la politique. Et oui, quand on est la deuxième économie européenne, je ne vais pas vous faire croire qu'on va réécrire les traités de A à Z. Perso, j'y crois pas. En tout cas, pas dans le temps d'un quinquennat. Par contre, oui, je crois qu'on peut appliquer notre programme et qu'on peut lever ces blocages au niveau européen en assumant à la fois de la confrontation sur ces règles vis-à-vis de l'Union européenne et le non-respect d'autres règles. Et même mon petit doigt me dit que quand la deuxième économie a le courage politique de le faire, eh bien on peut amener avec nous d'autres États qui pourraient avoir des intérêts communs justement pour cette ambition écologique et sociale. Alors, je l'ai pas dit en introduction. Je vous remercie. J'ai pas dit en introduction, mais il est évident que, à la fin, on peut applaudir nos intervenants, mais pendant le débat, comme Eric joue à l'extérieur, on va pas jouer aux applaudissements, hein, pour que tout le monde puisse bien s'exprimer. Personne ne l'a fait, mais je voulais le dire en amont pour que tout le monde se sente à l'aise pour la discussion à la fin des interventions de nos intervenants. Là, on a le droit d'y aller quand même. Je pense que bon, la première partie, chacun a présenté une vision. La deuxième partie un peu de notre échange, c'est, pour reprendre les termes d'Eric, quelle stratégie à court terme, pour reprendre les termes de Manon, quelle méthode pour lever les blocages qu'on a identifiés, dans un contexte qui va être par ailleurs un contexte très particulier, puisque Eric Piolle parlait tout à l'heure de la présidence slovène de l'Union européenne qui a commencé. Hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas, tous les 6 mois, hein, la présidence de l'Union européenne change. C'est actuellement la Slovénie. Et il se trouve qu'à partir du mois de janvier, c'est la France qui va occuper la présidence de l'Union européenne. Et donc c'est une position symbolique, institutionnelle, qui est aussi importante. Donc elle renforce sans doute encore plus
la pertinence de cette question. Donc voilà, maintenant le deuxième sujet du débat, on leur laissera un petit peu plus de temps parce que Éric et Manon ont pris un peu moins que les 15 minutes de la première partie. C'est quelle stratégie à court terme, comment on fait une fois arrivé au pouvoir. Merci. Ça peut se jouer à l'applaudimètre, mais je crois qu'à partir de cette année, les buts à l'extérieur ne comptent plus double. C'est pour ça que Monaco s'est fait éliminer. Donc voilà, je viens ici tranquillement pour discuter, mais je ne cherche pas à gagner le but décisif. On jouera ça plus tard. Ce qui me semble très intéressant déjà, c'est ce pragmatisme dont tu fais part, Manon, et qui tranche, je pense, avec les débats qui ont pu avoir lieu en 2017, de sortir de la question est-ce que vous êtes pour ou contre l'Europe. Et je trouve que rien que de décaler cette question, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, comme on peut le constater, l'Europe existe, nous sommes dedans. Donc finalement, la question pourrait être de se dire on a envie d'en sortir parce que c'est pas la bonne échelle et qu'on pense que c'est pas la bonne échelle. Moi, c'est pas mon cas. Je pense que à la fois pour la question du climat, l'Europe est à la bonne échelle, à la fois pour les questions d'égalité territoriale qui sont à l'échelle mondiale, hein, qui sont indispensables dans ma vision de la société, dans ma vision politique, c'est essentiel. Et dans notre capacité à peser sur l'évolution du monde, là aussi l'échelle européenne est indispensable. Donc non seulement elle existe, non seulement on est dedans, mais de mon point de vue, elle est indispensable. Donc la question, effectivement, n'est pas pour moi d'être pour ou contre, mais de se dire l'animal est là, comment on le transforme pour que, et là je partage exactement la même approche stratégique, hein, on puisse mettre en œuvre notre projet à l'échelle nationale, hein, et donc ça c'est fondamental. 2, qu'on fasse avancer nos pions à l'échelle européenne. Et je crois que c'est ça qui finalement va dessiner, j'espère, un autre, et si on rentre par là, qu'on peut éviter cette caricature des eurosceptiques et des pro-européens, c'est quelle tactique et quel objectif premier, quel objectif prioritaire pour avancer. Alors, pour moi, les objectifs prioritaires, c'est de lancer un processus de révision des traités. Hein, c'est faisable, hein, puisque il faut la signature de 14 chefs d'État sur 27, que c'est un processus qui n'est pas extrêmement complexe. Et je crois que nous ne devons pas lâcher sur cet objectif de révision des traités, non seulement pour les traités eux-mêmes, mais évidemment pour les objectifs de la Banque Centrale Européenne, puisque tout le monde sent bien que le carcan dans lequel on est rentré, dans lequel on a prolongé déjà les carcans nationaux, hein, dans la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui c'est un enjeu extrêmement fort. Donc sortir ces objectifs, transformer les traités et changer le mandat de la BCE, mettre fin à l'unanimité en matière fiscale notamment, c'est pour moi le premier objectif que l'on peut avoir ensemble. Donc ça veut dire aussi en creux que ma priorité n'est pas, par exemple, l'annulation de la dette. Ça veut dire que annuler la dette Covid, pour moi, c'est reconnaître que finalement le montant de la dette est important. Ça veut dire qu'une dette à 120% serait pire qu'une dette à 100%. Et donc, pour moi, cette question de l'annulation de la dette, en fait, je l'écarte en disant on s'en fout un peu, à la limite, on se rappelle, hein, c'était 60%, on nous dit qu'à 61, on allait tous mourir, puis ça a été 100%, maintenant c'est 120%, et puis une fois qu'on remettra le chapeau, on dira que 120 ça va, mais 121 c'est vraiment la fin des haricots et que jamais il faut passer la barre, et donc ça justifiera toutes les politiques d'austérité. Et je te rejoins totalement sur le fait que dans les plans qui ont été portés là, hein, à Bercy, le plan qui a été présenté en avril est un vrai plan d'austérité. Donc ce qui a été présenté est une préparation du plan d'austérité de la suite. Et ce qui est extrêmement cynique pour cette campagne présidentielle, c'est que la phase du Covid et du quoi qu'il en coûte masque la réalité des politiques d'austérité à venir. Et donc on se sert, le gouvernement se sert du Covid pour dire ben, regardez, en fait je ne suis pas méchant, je vous donne des sous à tous là. Donc vraiment, je ne suis pas dans une politique d'austérité. Bah si, c'est pas incompatible. C'est juste une politique d'austérité qui fait une petite parenthèse pour que le système survive.
Et ce qui a été présenté en avril par Bercy à l'Europe est effectivement une politique austéritaire. Donc on se prépare gentiment à refermer la parenthèse. Et évidemment, comme ils ne sont pas totalement non tacticiens, ils se disent qu'ils refermeront la parenthèse après la présidentielle et que jusque-là, on va glisser en sortant peut-être du quoi qu'il en coûte dans certains domaines, mais en continuant là où il faut pour que tout ça arrive en glissant jusqu'à la présidentielle. Donc, première priorité, réouvrir ce processus de modification des traités, du mandat de la BCE, la fin de l'unanimité en matière fiscale. Deuxième priorité, transformer le pacte de croissance et de stabilité pour dégager des moyens pour la transition, donc en un pacte de solidarité et transition. Donc là, en s'appuyant sur ce qui a été fait avec les 750 milliards, mais en le répliquant pour des objectifs qui soient cette fois-ci alignés avec nos objectifs politiques. Troisième, pour moi, c'est vraiment la réforme du droit d'asile, de l'asile européen et du Frontex. Et je crois, une politique de la culture qui soit extrêmement forte, avec ces logiques d'échange, mais n'oublions pas que c'est au moins, même dans une Europe fédérale que je souhaite, la culture, c'est ça qui fait, un moment qui fait appartenance et qui fait commun. Et peut-être pour venir pointer un peu des nuances tactiques que nous aurions là, alors des nuances peut-être à l'échelle nationale, c'est que quand tu parles de la limite des 3%, moi, je considère que sur le fonctionnement, donc le fonctionnement de nos financements, eh ben, il faut que pour la vie courante, notre système social, etc., il doit être équilibré, c'est-à-dire qu'on doit aller prendre l'argent. Notre problème est un problème de réforme fiscale, d'aller prendre l'argent là où il y a des poches d'accumulation, où on voit cette accumulation des patrimoines notamment, il y a des écarts de revenus, mais des écarts de patrimoine extrêmement forts. Donc c'est pour moi un objectif pour financer le quotidien de notre cohésion sociale et notre transformation. Et c'est un objectif également parce que ces poches d'accumulation de capitaux et ces situations de rente sont celles qui nous mettent en permanence sous pression, qui détruisent l'environnement, qui détruisent les liens sociaux. Donc c'est un objectif à la fois pour tarir une source de nuisance et pour financer notre système social et notre système public. Et que par contre, c'est sur les investissements de transition, que là, je pense qu'il faut avoir une politique open bar, puisque nous sommes dans une situation qui est critique et que nous avons aujourd'hui un enjeu majeur à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Le seuil a été remonté à 55% de baisse pour 2030. Au niveau européen, la France est restée à moins 40%. Et donc nous allons là avoir un objectif qui doit se traduire. C'était l'objectif de notre plan. Quelle traduction pour ces 55% à l'échelle d'un mandat? Et donc nous avons construit un plan pour créer 1,5 million d'emplois en atteignant ces 55% de baisse. Peut-être une nuance tactique qui n'est pas exprimée là, mais qu'on peut imaginer autour de quelles alliances, pour quand on a envie de faire des réformes, il faut savoir avec qui on les fait. Donc les systèmes de coalition sont importants. Donc on a, de ce que j'ai pu entendre, une stratégie d'alliance qui est plutôt Europe du Sud. Peut-être pas, peut-être que tu corrigeras ça et que c'est un raccourci honteux que je suis en train de faire. Là où, pour ma part, je considère qu'on doit trouver le chemin, et c'est à ça qu'on se prépare un peu en off, d'une coalition qui, certes, intègre les pays du Sud, mais qui intègre également l'Allemagne et quelques pays du Nord. Je crois que nous ne pouvons pas nous retrouver autour d'un bloc qui serait, finalement, nous défendons notre système, nous justifions notre système autant que faire se peut, jusqu'à ce que le système néolibéral arrive à le démanteler. Donc là, je crois qu'on a, pour moi en tout cas, j'envisage dans ces stratégies de négociation une logique d'intégration aussi avec l'Europe et l'Europe du Nord, tout en remettant en place des discussions qui se posent également, notamment les fonds de pension des pays d'Europe du Nord, qui sont en fait aussi aujourd'hui dans des logiques de prédation chez nous, et donc derrière un système qui peut paraître vertueux, ils ont eux aussi des mécanismes qui viennent mettre la pression chez nous. Et puis évidemment, les questions de droit de la concurrence, tu en as parlé, et là où ce qui est exceptionnel doit devenir la règle, on doit avoir une inversion complète de logique. Là-dessus, je pense que la France, aussi à l'échelle internationale, peut venir apporter son réseau diplomatique, et que dans ce nécessaire jeu multilatéraliste, pour ma part, mondial,
La France peut venir appuyer l'Europe et favoriser les négociations européennes en s'appuyant sur son réseau diplomatique très fort. Donc peut-être une nuance tactique, parce que bon, il faut trouver des nuances, ça te permettra de dire que peut-être que non, pas du tout. Hein, et une nuance peut-être d'objectif sur ces 3%, en tout cas à l'échelle française, et en matière de priorité, donc l'ouverture de la renégociation des traités, évidemment donc attaquer la finance, les taxes sur la finance, et une dimension culture et une dimension réfugiés qui me semble indispensable. Merci. À toi, Manon. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse par ailleurs par avance si je suis un peu longue, parce que pour moi, c'est le cœur de la guerre sur le comment on fait. Je vais dire d'emblée, Eric, des nouveaux traités. Bon, déjà, c'est une bonne chose que tu le dises, parce que tout le monde ne le dit pas chez les écolos. Donc, je te rejoins. Nous, ça fait longtemps qu'on porte la question de nouveaux traités. Mais là où je reste un peu sur ma faim, c'est... Tu proposes la renégociation de nouveaux traités, et si ça échoue, il se passe quoi? Est-ce qu'on va devant les mêmes renoncements qui ont été ceux de François Hollande? Alors François Hollande, est-ce que c'est par manque de volonté politique, ou si c'est juste parce qu'il a vraiment été bloqué, mais qui, dans tous les cas, n'a pas su dépasser ces blocages? Donc je me permets déjà de te poser une question, parce que, et c'est pas du tout pour te piéger, parce que c'est vraiment que ça m'intéresse d'aller encore plus loin dans la mise en œuvre concrète. Et je vais tenter de vous dire comment nous on voit les choses, et ça se passerait en pratique, et du coup ce sera aussi l'occasion pour toi de réagir pour voir si tu avais raison ou pas par avance sur les nuances que tu as apportées. Si on repart du préalable initial qui était le mien, de dire quoi qu'il arrive, nous appliquerons notre programme en dépit des blocages que l'on a identifiés. Et on part évidemment du principe que la France, comme je le disais, est la deuxième économie européenne, a un poids relativement certain, que ce soit un poids économique, un poids politique, un poids militaire, un poids historique dans la construction européenne, et que la France peut, en tout cas la manière dont nous voyons les choses collectivement, c'est d'utiliser l'ensemble des outils et des leviers qui sont à notre disposition pour arriver à nos fins étant l'application de notre programme. Et si je devais résumer ces outils et ces leviers, pour moi, ils sont de deux ordres, de deux catégories. Et c'est la conjonction de ces deux types d'outils et de leviers qui, je pense, nous permettront d'arriver à nos fins. Le premier type d'outils et de piliers, je ne sais pas trop comment l'appeler, honnêtement, et aussi parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment eu les débats dans ces termes. Donc c'est aussi quelque chose qui est ouvert à construction collective pour trouver les bons termes. Mais c'est ce qu'on pourrait résumer la conflictualité et le rapport de force. Bon, je fais partie de ceux qui trouvent que les termes empreints de la guerre et de la violence sont trop souvent utilisés en politique, par ailleurs sont extrêmement virilistes. Je les aime vraiment pas beaucoup, mais je cherche les bons termes, parce que sur le fond, c'est quand même ça qu'il faut faire, c'est se donner les outils du rapport de force pour arriver à nos fins. Pas parce qu'on n'aime pas l'Union européenne, pas parce qu'on est les plus beaux et les plus forts, parce que deux raisons. Un, on aura été élu sur un programme. Deux, c'est ce programme qui permettra de répondre aux urgences écologiques et sociales de notre temps. Et parmi ces outils du rapport de force, il y en a beaucoup. Par exemple, sur les accords de libre-échange dont je parlais tout à l'heure, il faut l'unanimité des États membres. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais il suffit que la France dise non, adieu. Mercosur, TAFTA, l'accord avec la Chine, l'accord avec le Vietnam et les 80 autres accords, ciao, bye. En tout cas, les nouvelles négociations. Deuxième chose, dans les outils un peu en mode massue, il y a la suspension de la contribution budgétaire. Vous allez me dire, c'est un peu bébête et grégaire, genre donnant-donnant. En vrai, tous les États européens font ça. Tous, ils négocient leur contribution budgétaire en échange de trucs. Moi, je préfère un Jean-Luc Mélenchon, ou même un Éric Piolle, qui arrive au pouvoir et qui négocie et qui dit « je ne paye pas ma cotisation à la France en échange du droit de faire des appels d'offres publics qui favorisent la production locale, de désobéir aux règles des 3% de déficit, etc. etc. » Je ne vous fais pas la liste de mes blocages. Plutôt qu'un Orban qui dit « moi, je ne paye pas, mais du coup, je discrimine les LGBT, je suspends l'indépendance de la justice, etc. » Pourquoi ?
nous serions les seuls idiots utiles de l'Union européenne à ne pas utiliser ces outils de menace. C'est juste de la politique pragmatique. C'est la manière dont ça se déroule au niveau européen. On le voit au quotidien. Alors oui, on pourrait avoir un truc hyper naïf, hyper idéaliste sur l'Europe, c'est juste la manière dont ça se passe. Je peux vous continuer la liste des outils. Ça a été utilisé par d'autres, y compris qui ne sont pas de notre bord politique. Charles de Gaulle, la politique de la chaise vide. Alors, ça avait d'autres objectifs à l'époque, mais je pense qu'une petite politique de la chaise vide sur des questions écolo ou sociales, ça peut tout à fait se défendre. Par exemple, aussi, pour aller plus loin, on peut aller aussi jusqu'à bloquer le cadre financier pluriannuel, qui est l'outil budgétaire. Au niveau européen, on vote le budget sur 6 ans. Alors, c'est beaucoup, on vient de le voter là, en début de mandat. Par exemple, une nuance que j'ai avec les écolos qui, dans leur majorité, ont voté ce cadre financier pluriannuel, nous, on a voté contre, pas parce qu'on est insoumis et qu'on est contre tout, parce que tant qu'il n'y aura pas les investissements qui sont nécessaires et indispensables dans la transition écologique, alors on ne le votera pas. Alors au Parlement européen, vous le savez peut-être, on n'a pas autant de pouvoir que les États. Mais si on dit au niveau des États, ça a évidemment plus de pouvoir. Ensuite, dans le rapport de force, il y a un dernier outil qui est évidemment de ne pas faire ça tout seul. Et là, je vais apporter une nuance avec toi, Eric. On ne dit pas qu'on veut faire qu'avec les États d'Europe du Sud, on veut le faire avec tous ceux qui sont d'accord avec nous. C'est aussi simple que ça. Et là aussi, on est bêtement pragmatique. Tous les États qui sont d'accord pour, ensemble, mener une coalition auprès du Conseil, donc la réunion des États membres de l'Union européenne, pour, ensemble, s'opposer au traité de libre-échange, changer la règle des 3%, changer le mandat de la BCE, blablabla, je ne vous refais pas la liste à chaque fois, eh ben on prend. Et que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, on prend. Après, on a vu la manière dont la politique se déroule ces 40 dernières années, et on sait que l'Allemagne n'a jamais été une alliée sur le plan économique, ne serait-ce parce que structurellement, ils ont une politique économique qui est plutôt tournée vers l'exportation. D'ailleurs, ils ont un déficit commercial qui ne respecte pas des règles européennes, ce qui prouve qu'on peut, même l'Allemagne peut désobéir à des règles, et qui nous permet de créer ce rapport de force avec tous ceux qui le veulent. Et d'ailleurs, je pense qu'une erreur de la construction européenne est précisément de s'être élargie. Moi, je ne suis pas contre l'élargissement de l'Union européenne, mais d'abord, mettons-nous d'accord ensemble sur des règles, parce que sinon, on élargit juste la concurrence. Et en l'occurrence, avec les États d'Europe de l'Est, on a juste élargi la concurrence. Et donc, sur ce premier pilier des outils du rapport de force, il faut aussi avoir en tête que l'histoire européenne est faite de l'utilisation de ces outils de rapport de force. Je parlais de la politique de la chaise vide tout à l'heure, je parlais des menaces de veto de la Pologne ou de la Hongrie, on peut aussi penser à la minorité de blocage des pays de l'Est contre la révision de la directive sur les travailleurs détachés, le Danemark qui fait toujours bande à part sur les questions de défense. Et en fait, d'ailleurs, l'histoire européenne est à géométrie variable. L'euro, ce n'est pas les 27 États membres. Schengen, ce n'est pas les 27 États membres. L'Europe de la défense, ce n'est pas les 27 États membres. Donc, en fait, l'histoire européenne, elle est faite de cette construction à différentes vitesses qui dépendent aussi des priorités politiques des États. Ça, c'est mon premier levier que j'appellerais la conflictualité, le rapport de force. Le deuxième levier, à mon sens, c'est la désobéissance. Et d'ailleurs, les deux vont s'alimenter. C'est sur un certain nombre de règles, nous assumons politiquement de ne pas les respecter. La directive sur le travail détaché, on ne la respecte pas. La règle de 3% de déficit, on ne la respecte pas, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a un cadre dans le droit européen qui permet d'obtenir des dérogations sur des grands programmes, type l'Europe de la défense, ça s'appelle des opt-out. Donc c'est même prévu que des fois on puisse sortir. Alors on peut sortir pour certains programmes et on peut ne pas appliquer certaines directives. Vous allez me dire, ah ouais, mais bon, vous êtes sympas les insoumis, mais du coup, vous allez vous taper des sanctions de la part de l'Union européenne et de la Commission européenne, et notamment des procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne. En vrai, il faut savoir que les sanctions devant la Cour de justice de l'Union européenne, elles peuvent être anticipées, contrôlées et maîtrisées. D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne, je vous ai dit, le droit, c'est de la politique. Ça reste de la politique. C'est des décisions qui sont politiques. Et donc, c'est un cadre avant tout politique sur lesquels on peut aussi avoir une influence. Première chose. Deuxième chose, en pratique, ces sanctions sont extrêmement rares.
La fameuse règle des 3% de déficit, qui sont utilisées par tous les gouvernements pour justifier toutes les coupes, en réalité, sachez que cette règle, en 20 ans, elle a été violée à 171 reprises par les États européens. Combien de condamnations? 0. 0. Alors, ouais, on va essayer de ne pas applaudir pour garder la règle fixée par Manu, mais juste pour vous dire, en réalité, tout ça, c'est de la politique. Et une dernière chose, quand bien même on serait sanctionné, bon, parenthèse, ça prendrait des années, donc ce serait le quinquennat suivant, bonne chance. Mais comme on est sympa, je vous propose même une solution pour régler ce problème-là. En réalité, les sanctions, on parle de milliards d'euros, c'est pas négligeable, c'est pas non plus tout le budget de l'Union européenne. Très bien, on est sanctionné par la Cour de justice de l'Union européenne contre notre volonté populaire française. On a 2 outils à mon sens. Le premier, c'est de menacer de déduire de la contribution française cette sanction financière. Pareil, c'est grégaire, mais quand on veut arriver à nos fins, ça marche. Deuxième chose, un des autres outils, à mon sens, qu'on peut utiliser dans cette stratégie de désobéissance, c'est une confrontation du droit français avec le droit européen. Il y a quelqu'un qui le fait? C'est vos copains, les Allemands. La Cour de Karlsruhe, qui est la Cour constitutionnelle allemande, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel français, a à plusieurs reprises décidé que le droit allemand primait sur le droit français. Et d'ailleurs, sur le droit européen, lapsus, sur le droit européen. Et d'ailleurs, on peut joindre ça au reste du programme qui est le nôtre, qui est une révision constitutionnelle française. Et donc on peut imaginer, dans la révision de la Constitution de la France, faire primer le droit français sur le droit européen. Là aussi, pas pour dire qu'on n'aime pas le droit européen, juste parce qu'on a un mandat populaire pour le faire et pour le faire appliquer. Et je suis désolée si je suis longue, j'ai encore 4 minutes, parfait. Donc ça, c'est la deuxième série d'outils sur la désobéissance. On dit très clairement qu'on n'appliquera pas les dispositions qui sont contraires à ce pourquoi on a été élu, qu'on se prépare même en cas de sanctions financières et de poursuites en justice européenne, je vous ai donné les outils, qu'on négocie des opt-out quand c'est possible, je vous ai donné les outils, qu'on appuie sur la primauté de notre droit constitutionnel français sur le droit européen. Et dernière chose, on peut aussi d'ailleurs dénoncer les contradictions du droit français, du droit européen, pardon, entre eux. Tu parlais de l'objectif européen de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Parenthèse, si on veut respecter l'accord de Paris, il faut 65%. Donc même 55%, on va se taper des catastrophes climatiques. Et je peux vous dire que les 55%, on n'est pas dans les clous. Fin de la parenthèse. Si nous, pour des raisons écologiques, on veut faire un pôle public de l'énergie, on veut refuser les accords de libre-échange, blablabla, tous les trucs écolos dans les blocages que je vous ai identifiés, alors on peut dire, mais attendez, je ne comprends pas, il y a une loi climat, elle a été votée, objectif de réduction, nous on le fait dans cet objectif de réduction de 55%. Donc vous voyez, là aussi, en matière de désobéissance, à mon sens, les outils, ils sont multiples. Et pour achever, j'espère, de vous convaincre en la matière, je vais vous donner quelques petits exemples de désobéissance. Ceux qui désobéissent ne sont pas toujours ceux que l'on croit. L'Allemagne, eux encore, a sorti son secteur hydroélectrique du champ concurrentiel et forcé l'Union européenne à accepter une flexibilité sur cette question. Ils sont même allés plus loin. Ils se sont fait valider une aide d'État de 200 millions d'euros pour moderniser leur fret ferroviaire, car, tenez-vous bien, et c'est dans la décision européenne, c'est bénéfique à l'environnement et proportionné et nécessaire. Comment ça, eux, ils obtiennent une exception et nous, on doit privatiser la SNCF? Et on peut prendre évidemment l'exemple aussi des barrages hydroélectriques qu'on nous sommes de privatiser. Donc, vous voyez, en fait, tout le monde désobéit au droit européen. Quand ça l'arrange, quand ça a un sens démocratique et quand ça a un objectif politique, je pense qu'on peut le faire, et on peut le faire pour de bonnes raisons. Parce qu'il y en a un autre qui désobéit régulièrement au droit européen, s'appelle Emmanuel M. La France désobéit à un tas de règles au niveau européen. Donc l'Europe qui protège, c'est quand ça l'arrange. La France de Macron, elle désobéit, et elle a été condamnée notamment par la Cour de justice de l'Union européenne sur la pollution de l'air, sur les objectifs de réduction de la pollution de l'air. La France désobéit sur la conservation générale des données dans le cadre de la lutte antiterroriste. La France désobéit sur le temps de travail des militaires. La France désobéit sur le contrôle technique des motos. Vous voyez, comme quoi, je pense, qui est le plus légitime? Nous, élus sur un programme démocratique, à désobéir sur des règles injustes socialement et écologiquement, ou Emmanuel Macron, le fervent de l'Europe libérale, qui
désobéit lui-même à cette Europe-là. Donc, je pense que c'est la conjonction, pour terminer là-dessus, de ces outils qui feront la différence. Et c'est en tout cas la manière dont nous, à la France Insoumise, nous avons conçu notre programme européen qui même s'enrichit de notre expérience à l'échelon européen et qu'on a construit ces 2 dernières années. C'est la conjonction de ces stratégies, de rapports de force d'une part et des désobéissances d'autre part, qui s'alimentent l'un l'autre et qui, à mon sens, ont un double objectif. D'abord, tout simplement de pouvoir appliquer notre programme, identifié initialement. D'autre part, d'entraîner potentiellement d'autres États avec nous. Parce que vous allez me dire, mais du coup, vous n'en avez rien à foutre de l'Union européenne et vous allez faire vos trucs dans votre coin. Non, c'est pas comme ça qu'on le voit. On pense que de cette manière-là, on peut entraîner une dynamique à l'échelon européen, de nouveau, je le redis, avec ceux qui le veulent, peu importe la couleur du pays et peu importe la couleur du drapeau, et qui nous permettront concrètement de réaliser ce programme. Et pour terminer, comment on fait concrètement en 2022? C'est précisément la conjonction de ces deux-là. 2 choses. La France assume la présidence du Conseil, ça arrive une fois tous les 15 ans, donc on a vraiment de la chance. 2e chose, il y a un autre truc qui s'appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est un cadre dans lequel les traités sont censés être révisés. Donc nous, ce qu'on fera concrètement, il nous reste 2 mois de présidence et la conférence sur l'avenir de l'Europe. On arrive avec nos nouvelles règles, on crée le rapport de force avec tous les leviers de rapport de force que je vous ai donnés et on commence à désobéir d'ores et déjà aux règles que je vous ai listées parce qu'on aura été élu pour un programme et on essaiera de ne pas perdre 1 minute parce qu'il y a tant à faire pour ce pays. Merci à vous. Alors, bien que je ne sois pas un arbitre tout à fait neutre dans ce débat, et bien que je n'ai nullement l'intention de remplacer Routel Krief, comme ça a été dit tout à l'heure, je tiens beaucoup à l'égalité du temps de parole, donc je vais redonner la parole à Eric pour 5 minutes à peu près, puisque tout à l'heure, il n'a pas fait les 15 minutes auxquelles il avait le droit, et puis ensuite, on aura à peu près 30 minutes, ça sera confortable, pour une discussion ensemble. Donc voilà, Eric, je te laisse la parole pour 5 minutes supplémentaires. Oui, ça va même prendre moins de 5 minutes, mais ça me semble intéressant effectivement de prolonger la discussion déjà avant de vous donner la parole à la salle sur les questions de qu'est-ce qui se passe si le chemin que l'on propose n'avance pas comme on veut. Et là-dessus, peut-être qu'il y a une différence non pas forcément de pratique, puisqu'on va arriver à la même chose, et on a déjà eu l'occasion en fait de discuter de ça ces derniers mois, et que en pratique, je pense qu'il y a un relatif consensus, comme tu l'as dit, il y a, les exemples de désobéissance sont extrêmement nombreux, mais une différence de posture. C'est que là où tu parles de désobéissance, ce que je pense que la tactique, en tout cas moi, avec laquelle j'avance, c'est plutôt une logique de réinterprétation. Voilà. Ben oui, mais ça peut faire sourire, mais je crois qu'en fait, notre responsabilité, nous sommes là, la France, hein, donc c'est pas un pays anodin, qu'un pays, on va dire, qui n'est pas au cœur de l'histoire européenne et dont le poids à la fois démocratique, le poids démographique, le poids politique est relativement faible, comme la Hongrie joue de façon effrontée en fait à la désobéissance, c'est une chose. Quand on est un pays, et je pense que la France est un pays qui pèse, et qui pèse même au-delà de son poids démographique, le chemin qu'on doit choisir n'est pas juste, tiens, est-ce que tu fais le bon élève ou est-ce que tu fais le garnement ? Je crois vraiment qu'en termes d'état d'esprit, c'est peut-être là qu'on a une logique, mais c'est peut-être pour ça que je ne m'appelle pas insoumis. Quand Jean-Luc a lancé la France Insoumise... Fais un petit effort. Quand Jean-Luc a lancé la France Insoumise, je dis, là, tu as écrit quand en France Insoumise, ça veut dire qu'on est insoumis par rapport à quelqu'un, donc par rapport au pouvoir, ça veut dire qu'il y a un truc. Voilà. C'est comme quand les écolos parlent, on va faire une liste en autonomie. Je leur dis, les amis, si vous faites une liste en autonomie, ça veut dire que déjà vous considérez, généralement, on prend son autonomie de la personne qui a le pouvoir. Donc ça veut dire que vous considérez que vous avez déjà perdu et donc vous faites de l'autonomie. Donc là, c'est une question d'état d'esprit. Et mon état d'esprit, je cherche à nous projeter tous, autant qu'on est, puisque nous sommes quand même issus tous de cultures de contre-pouvoir, je cherche à nous projeter dans une culture d'exercice du pouvoir. Et donc, effectivement, je pense que les traités on peut très largement désobéir,
que de fait, il ne se passe rien, et qu'il ne se passe rien tant que tu ne fais pas le tour de la classe avec la serviette sur la tête en disant rien à foutre, je désobéis. Voilà. Et donc là-dessus, c'est pour ça que la stratégie allemande me semble effectivement aujourd'hui plus efficace que la nôtre. Nous, on fait les bons élèves, c'est-à-dire qu'on va privatiser nos barrages. Voilà, on fait la traduction de la directive sur les compteurs intelligents. On va foutre des compteurs intelligents partout. Bah, les Allemands, ils ont mis des compteurs intelligents, enfin c'est pas les compteurs qui sont intelligents hein, d'ailleurs, mais bon bref, ils ont mis des compteurs connectés que chez les gros utilisateurs d'électricité. Chez les particuliers, ils ont dit ben, le retour sur investissement, aller chez tous les particuliers, ce que ça va coûter, ce que ça va détruire en emploi, ce que ça va nous amener comme valeur, ça vaut pas la peine. Donc nous, on a toujours ce truc, on est ou bon élève, ou on est le gardement désobéissant. Je pense qu'il y a, en termes de posture, c'est aussi pour ça que nous préparons, hein, je parlais tout à l'heure, à propos des propos de Gaël Giraud sur la réinterprétation des traités, nous pouvons déjà agir en réinterprétant les traités, ce qui est pour moi aussi un point d'appui d'ailleurs pour renégocier ces traités. Donc là, c'est voilà, un chemin ce qui est un chemin politique, hein, parce que la politique, c'est aussi une façon de s'adresser à ses partenaires, de façon de construire ses coalitions, et de fait, c'est un chemin politique clair et que j'assume. En se disant pas que les conclusions dans le deuxième mandat, moi j'espère bien faire 2 mandats, hein, donc repousser au mandat 2027-2032, je considère que je me l'envoie sur mes propres pieds, donc ça aussi en termes d'horizon c'est important, hein. On doit se projeter aujourd'hui dans un exercice du pouvoir qui est un exercice du pouvoir sur le long terme. On ne dit pas tiens on vient, on règle les problèmes du monde et on s'en va, donc gardons-nous aussi, même dans nos propos, de dire cela, parce que ce que nous cherchons c'est l'exercice du pouvoir pour longtemps. Et donc dans cette préparation, du coup, les mots évidemment seront importants, et que la préparation dès cet automne d'équipes avec des juristes, des diplomates, des économistes pour préparer de façon concrète ces négociations avant notre arrivée, elle est essentielle. En ayant conscience quand même qu'on va arriver, donc élection, hein, c'est 9 et 23 avril, ça veut dire investiture début mai. Ça veut dire qu'en termes de présidence européenne, on n'en verra que le bout du bout, quoi, hein, parce qu'en fait, une présidence, ça se joue avant qu'on prenne la présidence. C'est là qu'on bosse. Donc là, la France est en train de bosser aujourd'hui, pendant que les Slovènes sont au pouvoir, enfin sont à la présidence, parce que c'est un pouvoir d'agenda essentiellement. Et nous, en fait, on va arriver, et ça sera déjà sur la passation. Donc on aura sans doute des choses à infléchir, mais je pense que stratégiquement, là aussi, il ne faut pas compter sur les 7 semaines que nous aurons de présidence européenne pour changer radicalement les choses. Je pense qu'on aura une fenêtre de tir, notamment évidemment en fonction des résultats allemands. Donc en fonction du score des Grünen et de la configuration politique en Allemagne, ça changera peut-être la donne dans notre capacité en amont de l'élection présidentielle de préparer de façon concrète ce que nous allons faire dans le paysage politique sur les 7 semaines qui nous restera. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant pouvoir passer au débat. Il y a Mathieu qui est là, qu'on remercie beaucoup parce qu'il va passer le micro. Je vais faire en sorte, et je vous propose de prendre, j'ai vu qu'il y avait une question là, on va essayer de donner la parole à un maximum de personnes. Vous savez que ça nécessite qu'on pose des questions assez courtes. On va prendre 4 questions à chaque fois, si possible. 2 femmes, 2 hommes, ça serait bien. On laissera un petit temps de réponse à Eric et Manon, et puis on reprendra 4 questions et on essaiera de faire 3 ou 4 séquences, si on y arrive. Donc j'ai vu, oui, alors voilà, vas-y. Tiens Mathieu, je te donne... Oui. Vas-y. Si tu peux te présenter et puis y aller. Bonjour, je m'appelle Marion, donc je suis militante à la France Insoumise. Enfin, je pense que ce n'est pas une surprise du coup, vu que je suis là. Merci beaucoup pour votre échange, c'était très intéressant, très instructif. J'avais une question sur les questions de culture. C'est plus Éric Piolle qui en a parlé à plusieurs reprises. On sait que quand on est pragmatique, nos points de vue s'appuient sur des représentations historiques et des visions de long terme. Éric Piolle, à 2-3 reprises, vous avez parlé de culture européenne. Concrètement, c'est quoi pour vous cette culture européenne? Est-ce que c'est une culture qui est historique? Si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui va plus rapprocher un Suédois d'un Allemand ou d'un Letton que par exemple de quelqu'un qui serait marocain? Ou sinon, est-ce que c'est une culture à construire? Par exemple, les Allemands, pour faire nation, ils ont fait des opéras, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si c'est quelque chose à construire, quelle est la finalité de cette construction? Merci. Allez, une deuxième question, Mathieu. On va essayer de faire passer tout le monde, on va alterner pour que tout le monde ait la parole.
Merci, bonjour. On m'entend bien? Oui. Giovanni, donc je suis militant France Insoumise également. J'avais plusieurs questions un peu à chacun de vous. Je vais essayer de faire court. Éric Piolle, vous avez parlé d'Europe fédérale à un moment. Je crois effectivement que c'est la perspective un peu historique des Verts. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous entendez par là un approfondissement de l'Union européenne et donc potentiellement un abandon de certains aspects de la souveraineté française? Et si oui, lesquels? Et est-ce que, par exemple, et je voulais vous demander d'approfondir un peu parce que l'un et l'autre, vous en avez assez peu parlé, sur l'Europe de la défense. On sait que la France, historiquement, depuis 1954, est un peu ambiguë là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe de la défense? Est-ce qu'on abandonne un pan de souveraineté essentiel qui est celui de la défense, ou est-ce qu'au contraire, on conserve le pan de la souveraineté française sur cet aspect-là? Une question aussi sur la primauté du droit français sur le droit européen, Manon Aubry. Vous avez évoqué ce truc-là. Je trouve ça intéressant, séduisant, et en même temps, bon, ça réouvre un vieux débat de jurisprudence, mais ça pose aussi question, si demain un gouvernement, on va dire bourgeois, libéral, se veut désobéir, comme le fait actuellement Macron sur certains aspects, etc., comment on fait si le droit français prime sur le droit européen? Et ça ouvre potentiellement des brèches aussi pour les pays, certains pays d'Europe de l'Est qui pourraient du coup désobéir à certains aspects essentiels. Et dernière question très courte sur la BCE. Vous en avez assez peu parlé. Nous, on est historiquement pour revoir l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'extrême inverse d'une totale dépendance, on va dire, qui pourrait poser question? Je pense par exemple à l'Allemagne qui aurait voulu s'opposer à la politique monétaire qui a été menée. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas trouver un entre-deux, et si oui, lequel? Merci beaucoup pour tes questions très précises. Allez, je te laisse Mathieu. Au moins c'est toi qui décides, c'est pas moi qui me fais gronder après, c'est bien. Merci, bonjour. J'avais une question par rapport, plutôt pour Manon Aubry, du coup, par rapport à la crise migratoire dont Éric Piolle a parlé. Il me semble que c'est un sujet qui souffre pas vraiment de pouvoir faire de la désobéissance dans le pays, mais qui au contraire demande vraiment une construction entre États, puisqu'on ne pourra pas s'en sortir si on le fait juste au niveau français. Et du coup, je voulais savoir votre position par rapport à ça. Parfait. T'en as une dernière, Mathieu? On passe un peu de l'autre côté, on reviendra par là. Oui, merci. Merci à vous deux de cet échange vraiment fructueux et très intéressant. Ma question est celle-ci. Par rapport aux deux stratégies que vous avez présentées, la stratégie de la désobéissance et de la réinterprétation, est-ce qu'en fait, il n'y aura pas à avoir les deux stratégies, soit simultanément, soit dans le temps? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez. Éric? Alors, sur la question de la culture, est-ce qu'il y a une culture historique? En tout cas, ce n'est pas ma conception du tout. Je pense que l'Europe est une construction politique. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de nourrir cette construction politique et cette construction démocratique d'échanges entre les peuples. Voilà. Et ça me semble indispensable. Donc, une fois qu'on a défini un contour de travail politique, il faut nourrir ce contour. Et notre histoire, donc ça ne fait pas du tout référence, enfin, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui pourrait être une Europe, enfin j'adore l'histoire, donc on pourrait en parler longtemps, mais je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait dessiner les contours d'une culture historique européenne à l'échelle dans laquelle on est, à l'échelle des 27. Donc clairement pour moi c'est une construction, et c'est pour ça que je trouve que les échanges entre les enfants, les échanges entre les fonctionnaires, les échanges entre les enseignants, tout cela est pour moi indispensable pour nourrir. Voilà, ça fait des bébés européens, ça fait une ouverture culturelle, ça fait tout ça, et c'est ça aussi qui solidifie et qui permet d'avancer sur la nécessité avancée démocratique de l'Europe, puisque là on a quand même un problème, enfin, on l'a pas réinsisté dessus tous les deux parce que c'est naturel, je pense, ici pour tout le monde, mais on a un vrai problème dans la triple organisation Parlement, Commission et Conseil de l'Europe, on a un vrai problème démocratique, et notre enjeu est évidemment de changer cela. Donc on est vraiment sur une construction politique, culturelle voilà, entre les peuples. Sur la question de la défense, pour moi la défense, et donc derrière il y a la question du siège de la France au Conseil de sécurité, derrière il y a le bouton et la dissuasion nucléaire. La défense est forcément adossée à une souveraineté.
Et donc, on ne peut pas avoir de transfert, pour moi, hein, de ces éléments centraux qui sont adossés à une souveraineté. Tu ne peux pas les transférer à une organisation qui n'a pas de souveraineté populaire. Et aujourd'hui, l'Europe n'a pas de souveraineté populaire. Donc, c'est voilà, impensable. Par contre, on peut imaginer que des éléments servent de carotte pour la construction d'une Europe démocratique. Mais la défense arrive après la construction démocratique. Tu ne peux pas avancer sur une défense sans construction démocratique, ça ne marche pas. Tu peux faire de la coopération sur des outils, tu peux faire de la coopération sur la production de chars, tu peux faire de la production de plein de choses, et là on peut faire de la coopération européenne. On peut faire, nous, et c'est ce qu'on fait au Mali, trouver des alliés estoniens et italiens pour aller avec nous au Mali parce que eux, ça les intéresse dans leur poids politique et que nous, ça nous intéresse pour sortir du schéma classique dans nos opérations extérieures. Mais clairement, je ne crois pas à une Europe de la défense qui soit détachée, qui soit un préalable, enfin antérieur, je veux dire, à une Europe démocratique. Après, je ne sais pas s'il y avait une dernière question, peut-être qui nous s'adressait à tous les deux sur des questions tactiques. C'est toujours, dans le panel, quand tu fais ton panel de qu'est-ce que tu as dans ta boutique pour faire tes négociations, tu ne te prives de rien. Donc tu regardes juste quelle est la posture à un moment donné qui te permet, de ton point de vue, quand je dis tu, c'est évidemment à chaque fois collectif, hein, mais d'avancer le plus rapidement possible ou avec les meilleures chances de succès. Donc par définition, on ne peut jamais rien s'interdire. Je crois que la difficulté, là peut-être pour arriver à une question plus politicienne qu'on abordait tout à l'heure ce matin avec Manon, hein, c'est que dans le débat européen présidentiel qui s'annonce, ça va être pour comment changer de discours. Le discours de la France insoumise avait été extrêmement fort en 2017 et il a été extrêmement bien entendu. Et donc changer de discours sans changer les fondamentaux. Quand tu entends Le Pen qui disait on est pour la sortie de l'euro, puis qui dit on n'est plus pour la sortie de l'euro, tout le monde entend le bouleversement. Quand on fait des inflexions qui sont moindres, il va falloir trouver quel mot, quelle tactique, quelle posture, quel positionnement pour que ce message-là soit entendu. Et donc, nous, pour revenir à la question de Manon, la question centrale pour notre espace politique, ça va de voir comment on évite cette question, est-ce que vous êtes pro-européen ou eurosceptique ? Et là-dessus, il nous faut continuer à travailler parce que cette réflexion-là de comment on rentre sur le terrain pour pas qu'on se fasse scotcher au mur en disant bon donc il y a deux catégories, hein. Là on va mettre les eurosceptiques, là on va mettre les pro-européens. Cette question-là de comment on rentre sur le terrain va être centrale et c'est encore quelque chose sur lequel on réfléchit à la fois nous, je pense écologistes, à la fois moi avec les gens qui bossent avec moi et je pense que c'est pareil côté insoumis. J'enchaîne direct ? Ok, merci Eric, vous avez le droit de l'applaudir. Je vais essayer, moi aussi, de répondre aux questions et puis après de venir à la fin sur ton dernier point. Sur l'Europe de la défense, je ne sais plus qui l'a posé la question. Je dois dire surprise d'entendre ta position, mais pour le coup, là, c'est un vrai point d'accord sur le fait de ne pas mettre la souveraineté, enfin la charrue avant les bœufs, quoi. Et sur l'Europe de la défense, aujourd'hui, ça fait partie des blocages. Hein. Comme je disais, comme je voulais pas être trop longue en intro, c'était pas exhaustif. Mais oui, aujourd'hui, l'Europe de la défense est un vrai problème. Elle est arrimée à l'OTAN avec une vision très atlantiste. Et qui est un peu l'Europe de la guerre, à mon sens, enfin, guerre extérieure, mais qui est problématique. Typiquement, l'Europe de la défense, c'est le genre de truc sur lequel on peut négocier ces fameuses opt-out. Donc, si je vais au bout de ta logique, je comprends que la logique actuelle de l'Europe de la défense ne te plaît pas nécessairement. Je suis curieuse de savoir si vous iriez jusqu'à l'opt-out. En tout cas, c'est notre position à nous, et je suis ravie qu'on puisse au moins se rejoindre sur le grand objectif. Ensuite, sur le droit français qui prime sur le droit européen, c'est une bonne question que tu poses parce que c'est souvent ce qu'on va nous rétorquer. Mais du coup, si vous désobéissez, tout le monde désobéit et c'est le bordel, quoi. En gros, je fais simple et un peu cash. Pour moi, c'est quand même une chose complètement différente de désobéir comme le fait Viktor Orban, pour reprendre l'exemple que tu as cité sur l'état de droit, donc sur ce qui fait des valeurs fondamentales, y compris au sein de l'Union européenne, qui est protégé
d'une valeur supérieure. Par exemple, dans le droit européen, ce qu'on appelle l'article 7, il n'y a pas d'équivalence sur les questions économiques, qui protège l'état de droit. Et donc, ce n'est pas la même chose de remettre en cause l'indépendance de la justice, etc., comme le fait Viktor Orban, que de faire un choix économique qui est celui de l'investissement massif dans la transition écologique, pour ne citer que celui-là, plutôt que le choix de l'austérité, qui est là un choix politique, en fait, et qui est, à mon sens, dans le champ de la démocratie. Et avec Viktor Orban, on sort du champ démocratique. C'est-à-dire, quand tu remets en cause l'indépendance de la justice, c'est pas juste un désaccord qu'on a avec Macron, quoi. C'est un fondamental de l'état de droit. Donc c'est comme ça, à mon sens, qu'on peut répondre et qu'on peut faire la différence. La BCE, ça mérite toute une autre conférence sur la BCE. Évidemment, on est pour revenir sur l'indépendance. Je crois que dans l'immédiat, ce qui est plus que jamais indispensable, c'est non seulement qu'il y a un contrôle politique, soit dit en passant, on est le seul espace politique au monde dans lequel on n'a pas de contrôle sur notre politique monétaire, donc on est privé de choix politiques. Partout ailleurs, aux États-Unis, au Japon, ailleurs, ils font un choix démocratique sur à quoi doit servir la monnaie. Alors ça paraît un peu technique, mais en l'occurrence, avec des taux d'intérêt plus bas ou plus hauts, vous pouvez faire des choses différentes en matière de politique économique. Qu'on soit d'accord ou pas avec moi, j'estime que ça mérite un débat politique. Et donc c'est l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut sortir de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, parce qu'en fait, ce mot, il est galvaudé, ce n'est pas de l'indépendance, c'est des choix politiques qui sont déjà faits, alors nous, on veut le remettre dans le giron démocratique. Sur la crise migratoire, c'est un très bon exemple. De nouveau, je ne voulais pas être très, très longue en intro, et je me suis surtout focalisée sur les blocages, mais je pense qu'en effet, il y a des échelons sur lesquels l'échelon européen est plus que jamais indispensable. Et donc, oui, évidemment, et pour prendre en plus l'actualité avec l'Afghanistan, on a un devoir d'humanité quand on est ici la France, mais ce serait mieux si c'était organisé, coordonné à l'échelon européen. Et à ce titre, parmi les trucs, les leviers du rapport de force qu'on veut utiliser pour changer des règles, il y a les fameux accords de Dublin, je ne reviens pas ici dans le détail, mais qui fait que quand vous foulez le sol européen, vous devez faire votre demande d'asile dans le pays dans lequel vous êtes arrivé, et ce qui fait que vous avez cet énorme embouteillage aux frontières de l'Union européenne. J'en arrive à l'essentiel. D'abord, réinterprétation. Bon, peut-être ça va être ton slogan de campagne sur les questions européennes. Bonne chance, qu'à mon avis, c'est pas simple. Mais et c'est intéressant parce que tu es allé au-delà de « ok, on pose des bases pour un nouveau traité », qui était ta première intervention. Là, on commence à avoir, à mon sens, des choses un peu plus pratiques. Réinterpréter, ok, ça s'éloigne pas trop de désobéir, mais ça veut quand même dire qu'il y a des règles que vous n'allez pas appliquer de la même manière. Nous, au vu de notre analyse, on pense qu'il y a des règles, c'est pas juste une question d'interprétation, c'est vraiment l'essence même de la règle qui est problématique. La règle des 3% de déficit, il y a des gens, et ils ont le droit de penser, je suis juste pas d'accord avec eux, il y a des gens qui pensent que c'est pas bien pour l'économie, en fait, de faire un emprunt pour investir dans la transition écologique. Moi, perso, je pense que c'est bien. Donc c'est pas une question d'interprétation là. En l'occurrence, à mon sens, c'est une question de vision politique, et j'inviterais à aller jusqu'au bout de la démarche, et à mon sens on peut se rejoindre quand même sur certains de ces points là, et peut-être que le mot désobéissance te pose problème, mais en fait tu reviens à la question de posture. Pour nous, on n'est pas dans une posture insoumis pour être insoumis. L'insoumission, c'est un moyen pour arriver à une fin. La fin, c'est celle du programme. C'est pour ça que je suis partie de ça au début. Et d'ailleurs, on est dans un exercice concret, pragmatique et réaliste du pouvoir. Et pour revenir à ton interpellation sur la posture, moi je me sens demain armée pour être au pouvoir avec une équipe, on sera nombreux, peut-être t'en feras partie collectivement, j'en sais rien, mais qu'on soit en capacité d'être au pouvoir pour mettre en place concrètement ces outils et d'aller au bout de cette démarche. Et c'est peut-être là aussi où je reste un peu sur ma faim, sur la logique de réinterprétation, à mon sens, qui, soit dit en passant, me paraît peut-être contradictoire avec l'approche fédéraliste qui est la tienne. Je comprends d'où vient le fédéralisme européen, je comprends l'histoire. Bon, moi perso, je suis née après la chute du mur de Berlin, donc l'idéal européen, il me parle un peu moins. Mais je peux comprendre que des gens aient un fédéralisme européen chevillé au corps. Mais comment on peut avoir un fédéralisme européen, ce qui veut dire
pour moi, c'est revenir au débat pour ou anti-Union européenne. Quand on est fédéraliste, on veut juste un cadre supranational, fin de l'histoire. Pour moi, de nouveau, je reviens à le cœur de l'histoire, c'est pourquoi on le fait et dans quelle finalité. Et un mot de la fin, tu parlais d'inflexion. Bon, la référence à Marine Le Pen, je ne sais pas si on peut vraiment se comparer à Marine Le Pen, mais inflexion, s'agissant de nous, pour le coup, enfin, j'étais pas là en 2017, moi personnellement, mais peut-être Manu pourra en témoigner. Moi, j'ai le sentiment que l'approche qui est la nôtre, elle vient plutôt préciser ce qu'on racontait. On reste sur une approche globale qui avait été définie par plan A, plan B. Plan A, on renégocie les traités. Plan B, bah, on fait quand même. Et là, on a, à mon sens, et ce qui rend aujourd'hui l'intérêt de cette discussion en 2021 par rapport à 2017, le contexte politique dans l'Union européenne a évolué. Nous, on a fait l'exercice aussi du pouvoir au niveau européen. Et là, on arrive avec une méthode d'exercice du pouvoir extrêmement robuste. Et on peut aller dire que notre seule boussole, c'est celle du programme et qu'on a réfléchi à tous les outils et tous les leviers pour être en capacité de l'appliquer. Et je n'ai pas l'impression de tourner le dos, mais qu'au contraire, nous donner davantage d'armes et d'outils pour ce débat qui, j'espère, aura lieu dans le cadre des présidentielles, parce que pour le coup, c'est un débat hyper intéressant sur la question européenne, comme on est en train de l'avoir aujourd'hui. Ok, merci Manon. Il nous reste 15 minutes, donc on a encore le temps. On va reprendre 4 questions. Mathieu est toujours là. Eh ben, ouais, merci Mathieu, c'est gentil. Hein, vraiment, on te remercie. Pareil, 2 hommes, 2 femmes si possible. Du coup, Magali, alors j'ai une question à 2 échelles différentes. C'est une, parce qu'on est très éloigné en tant que citoyen de l'Union européenne. Donc comment on recrée massivement du lien, comment on remet de la participation, de l'intéressement au débat, et aussi que ce ne soit pas que des directives qui soient descendantes, mais comment du coup ça peut se faire une partie de ping-pong et que ça vienne aussi des territoires pour connecter davantage l'Union européenne aux gens qui y vivent, en gros. Et la deuxième question à une échelle internationale, c'est, on disait que la France était dépendante de traités de l'Union européenne, mais elle est aussi dépendante de traités internationaux. Et du coup, comment l'Union européenne est-ce qu'elle c'est possible d'avoir des conditions, sous quelles conditions elle peut définir une véritable politique, une position internationale face aux traités et pour mener une politique ambitieuse en matière de solidarité et de transition écologique? Merci pour tes questions. Mathieu, à toi. Voilà. Merci. Donc merci à tous les deux pour vos interventions. Manon, tu as régulièrement précisé que la manière dont on abordait les choses, c'était pragmatique. Et je dirais même que c'est matérialiste, dans le sens où on comprend bien que dans l'Union européenne, il y a vraiment des intérêts divergents qui s'affrontent et qu'on ne peut pas en fait échapper au rapport de force, peu importe la manière dont on va le mener. Et du coup, par rapport à ça, il y a un point qu'a abordé Éric Piolle sur lequel je voulais revenir. À un moment, vous avez un petit peu parlé de la dette, en expliquant que vous n'étiez pas forcément pour le fait de revenir ou d'annuler la dette, parce que ça voudrait dire qu'on reconnaît ce que disent les néolibéraux, c'est-à-dire que la dette est un problème. Et en fait, quand on reprend l'histoire de ce qui a pu se passer dans plein de pays, j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'un candidat de transformation sociale arrive au pouvoir quelque part dans le monde, directement, il est attaqué sur les marchés financiers et la question de la dette sert un peu à prendre en otage ce pays en question pour le faire plier justement aux règles néolibérales. On a vu ça par exemple avec Tsipras, avec d'autres, et où du coup, j'ai l'impression que si on n'accepte pas de dire qu'on va renationaliser la dette, repasser par les circuits du trésor et d'autres mécanismes pour neutraliser ce moyen de chantage, en fait, on va tout de suite se retrouver dans une situation où, dans le rapport de force, on sera perdant. Donc, ça serait pour savoir, du coup, préciser votre position par rapport à cette question de la dette. Bonjour, merci pour votre débat qui était super intéressant. Moi, j'aimerais préciser un petit peu sur les questions du libre-échange et des traités de libre-échange. Ce que vous disiez, Manon, c'est que on avait la possibilité de juste dire non et que comme les décisions se prennent à l'unanimité, c'est un levier qu'on a.
Bon, récemment, on a eu des exemples de traités de libre-échange qui sont passés malgré une opposition assez importante. Enfin, moi, j'avais suivi un petit peu tout ce qui était autour du CETA, du traité avec le Canada. Et j'aimerais savoir, qui a malheureusement été quand même appliqué pour la plus grande partie. Et du coup, quelles leçons on peut tirer de ces épisodes-là? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre en tant qu'eurodéputé du processus de lutte contre ce type de traité-là? Et est-ce que vous envisagez la question un peu différemment maintenant? Et est-ce que c'est aussi simple que juste dire non? Bonjour, vous m'entendez? Super, merci. Merci pour vos interventions. Je vais essayer d'être bref. J'aimerais juste revenir sur un point bien précis. Ce qui s'est passé pour la Grèce avec Tsipras, c'est qu'il voulait engager un rapport de force. Mais dès le départ, il se refusait à sortir de l'euro. D'accord? Donc, ce qui arrivait très rapidement, c'est la BCE est venue et leur a dit: vous voulez pas sortir de l'euro? Très bien. Ben, on va vous couper les liquidités. C'était plié en 3 jours après. Donc, dans vos tentatives de négociation, dans vos tentatives de transformation de l'Union européenne, ce que je veux pointer, c'est le fait qu'il faut toujours garder un dernier joker. Et ce dernier joker, ça doit être de revenir à la nation si jamais c'est nécessaire. D'accord? C'est la nation qui a fait la France et la souveraineté réside dans la nation. Donc c'était juste un avertissement là-dessus. Merci à vous. Ok, j'ai été désignée à l'unanimité pour commencer. Alors, il y a plein de questions super intéressantes. Parenthèse, ça fait 2 ans qu'on est élu député européen. Moi, j'ai jamais eu un débat, enfin des questions qui viennent de la salle d'aussi bonne qualité. Donc, je tenais à vous le dire. C'est pas du tout pour vous brosser dans le sens du poil. Non, mais non. Non, mais sans rire. Non, mais en fait, juste, la conclusion que j'en tire, c'est la soif et l'appétit pour avoir des vrais débats intéressants sur les questions européennes. C'est juste ça la conclusion que j'en tire, et je voulais pas faire celle qui est gentille avec tout le monde. Alors, sur l'éloignement citoyen, sur cette cassure qui existe, il suffit de demander aux gens, genre, c'est quoi l'échelon européen pour vous? Ça parle à personne. Parce qu'il y a quelque chose dont on a assez peu parlé, Eric l'a un peu abordé, pour le coup moi j'en ai un peu moins parlé, et qui est pourtant vraiment majeur, qui est la question de la refonte démocratique. Au niveau européen, ce certains considèrent comme une démocratie, on est quand même une des seules du coup démocraties au monde où ceux qui sont élus directement par le peuple, nous, députés, n'avons pas le droit d'initiative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas initier une loi, comme c'est fait dans n'importe quelle assemblée. Rassurez-vous, on ne sert pas à rien quand même, on les fait suffisamment chier. Mais c'est un truc de base dans notre révision des traités. Je suis sûre que tu serais d'accord, Eric, ce qu'il faudrait mettre sur la table pour réécrire les textes. Pareil, sur l'implication des citoyens au quotidien, nous, on défend le référendum d'initiative citoyenne à l'échelon européen. Pour le moment, il y a un truc qui s'appelle Initiative européenne, il faut 1 million de signatures, c'est super compliqué, ça n'arrive jamais, et surtout la Commission européenne n'a pas d'obligation de donner suite. Donc elle peut dire « Ah, 1 million de signatures pour le droit à l'eau ?» Poubelle. Donc il y a aussi dans la reconstruction de notre pensée européenne la nécessité de remettre la démocratie, ce qui boucle avec le dernier point d'attention et de vigilance. Mais à chaque fois qu'on interviendra sur le champ européen, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est une évidence, oui, on fera appel à la souveraineté du peuple. Donc nous ne trahirons pas, non seulement si nous venons à renégocier des textes, qui est le scénario idéal, et comme je vous le dis, pas forcément le plus réaliste, mais nous reviendrions devant les urnes et devant la souveraineté populaire, et je vais même jusqu'au bout, on respecterait la volonté des gens,
parce que tout le monde se souvient du référendum de 2005 où les gens ont voté à 55% pour le non, et bizarrement, ça a été compris par un oui. Donc nous, quand les gens disent non, on comprend, on comprendra le non. Et oui, je pense qu'il faut impliquer à chaque pas européen la souveraineté populaire, et l'échelon de la souveraineté, il est à l'échelon français, et donc c'est le peuple français qu'on consulte. Ensuite, sur les autres échelons internationaux, ce serait un peu long à répondre. Oui, l'OMC, etc. sont des cadres qui peuvent être d'autres cadres de blocage, comme l'Union européenne l'est, qui peuvent être d'autres cadres d'opportunité, comme l'Union européenne peut l'être. Et là aussi, à mon sens, l'intérêt, ce serait d'avoir une stratégie similaire, c'est-à-dire d'essayer de trouver des alliés en même temps qu'avoir une stratégie de rapport de force et de désobéissance. Sur la dette, c'était hyper intéressant comme question et comme point. Je partage ton avis, Eric. Dire que la dette en soi est un problème et donner le point aux néolibéraux, et donc nous on pense que ce n'est pas un problème en soi, mais on est bien conscient aussi, comme ça a été très justement dit, des risques d'attaque sur les marchés financiers à des forces de transformation écologique et sociaux qui arriveraient au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on défend, et tu en as parlé, mais du coup je serais intéressée d'avoir ton point de vue, Eric, une manière pour définanciariser le financement des États, qui passe notamment par des bons du Trésor, qui passe notamment par la possibilité de transformer nos titres de dette auprès de la CDCE par des titres de dette perpétuels, etc., etc. Mais je ne vais pas trop dans le détail là-dessus, notamment parce qu'il y avait aussi une autre conférence sur la dette aujourd'hui. Sur le libre-échange, quelle leçon j'en tire d'abord de la mobilisation? C'est d'abord qu'il y a un appétit aujourd'hui contre le libre-échange à l'échelon européen. Moi, je me souviens, je travaillais à Oxfam quand sont nées les premières mobilisations contre le TAFTA, le CETA, etc. Et on n'avait pas anticipé que ça prendrait aussi bien. Donc on en revient d'ailleurs à ce qu'on raconte depuis le début de ces amphis, d'être l'écho d'attentes populaires. Et oui, aujourd'hui, le libre-échange n'est pas largement soutenu dans l'opinion et la population française. Donc ça, c'est la première leçon que j'en tire. Et la deuxième, c'est qu'en effet, nous avons un pouvoir d'agir, parce que ce qui s'est passé sur le CETA, le TAFTA, l'accord et tous les autres accords avec la Chine, le Vietnam, etc., c'est que des eurodéputés ou des États ont un peu levé le sourcil en mode on n'est pas vraiment content. Ils négocient une pauvre clause de révision écologique ou je ne sais pas quoi, et on leur fait quand même gober tout le traité de libre-échange. Et donc là, pareil, si on va au bout de notre démarche, nous dirions non à ces traités de libre-échange. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Juste pour dire sur la question de la Grèce, qui était aussi plus un point d'interpellation, bon, la différence avec la Grèce, c'est que le poids économique, avec tout le respect que j'ai pour nos amis grecs, le poids économique de la Grèce n'est pas du tout le même que celui de la France, d'une part. Et d'autre part, ça aurait du coup pas le même impact sur la zone euro, la sortie de la Grèce, de la sortie de la France, par exemple. Et donc, ça nous donne juste des leviers supplémentaires, à mon sens, dans ce fameux rapport de force dont je parlais, non pas parce qu'on n'aime pas les Grecs, mais là aussi, c'est de la politique assez réelle. Ok, Eric, à toi. Oui, mais quelques petits mots, je pense que ce sera la conclusion, vu l'heure, presque. Oui. D'abord pour dire que moi j'avais 16 ans en 89, donc t'es vache de dire que t'étais même pas né. Et donc évidemment quand... C'était pas contre toi, je te jure. C'était pas contre moi, c'est contre tous les vieux qui sont dans cette salle, mais il n'empêche que évidemment, non mais je dis ça, c'est pas que pour faire une blague, c'est que évidemment que mon histoire elle est marquée par cela. Quand tu as 16 ans, quand le mur tombe, ça veut dire que moi, dans mon enfance, mes cauchemars, c'était des cauchemars de guerre nucléaire, parce que j'étais marqué par la guerre froide. Ça veut dire qu'en 89, j'ai vu mes cousins allemands pouvoir retrouver leurs cousins, parce qu'ils étaient berlinois, dont ils avaient été séparés en 61. En fait, là, on vient de fêter les 60 ans de la construction du mur. Ça veut dire que je passais ma vie à découper des articles de journaux et je faisais que ça, hein, entre Tiananmen, la chute du mur, puis derrière la chute de Ceausescu, évidemment que ça te forge un imaginaire, et que cet imaginaire européen, il est très marquant, et que sans doute ça rebondit sur la phrase sur nous, ce qu'on veut, c'est appliquer notre programme à l'échelle française. Là, peut-être, on a aussi une nuance, c'est que moi, mon objectif, hein, c'est d'essayer, évidemment, nous sommes en tant que président, en tant que leader politique du pays, nous sommes en charge d'une communauté.
françaises, en tout cas qui habitent en France, mais l'objectif est bien de régler, de peser sur les problèmes du monde, et que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en ouverture, sur que l'Europe existe, non seulement elle existe, mais elle me semble un échelon qui est indispensable aujourd'hui pour aborder la question notamment du climat, et donc je continuerai avec assiduité à travailler pour cela. Le but n'est pas juste de faire un îlot de village gaulois grandeur nature qui respecterait lui ses engagements, et donc il y a toujours cette double échelle qu'on doit aller chercher. Et c'est pour ça évidemment que aussi la question de comment rapprocher l'Europe des citoyens et la question culturelle est extrêmement importante. Sur les 3%, l'exemple que tu cites, c'est un exemple d'investissement. Donc c'est la même chose, exactement ce que je dis, puisqu'on sort les investissements de transition des 3%. Donc pour qu'on aille au bout du raisonnement, tu me poussais à aller au bout du raisonnement, il faudrait que tu cites des exemples de fonctionnement, en disant on dépasse les 3% pour financer les retraites. Sur combien de temps, pendant combien de temps, etc. C'est là qu'on peut avoir un clivage. Parce que si dans nos exemples, on prend ce qui est sur l'investissement, je pense que là, on va avoir un consensus qui peut s'appeler désobéissance pour toi, réinterprétation pour moi, mais qui à la fin donne le même produit, qui n'est juste pas la même façon de conduire le changement et de conduire cette négociation. Sur la dette, effectivement, les attaques financières, c'est l'obstacle numéro 1. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs ministres de 81. Après, qu'on soit à 120% ou à 100%, en fait, le levier aujourd'hui pour une attaque financière sur la dette française, il est de toute façon massif. Donc il faut se préparer à cela. Et si nous voulons vraiment changer et casser la donne en matière de dette, ce qu'il nous faut faire avancer, c'est des propositions que j'avais faites en 2011-2012 à l'époque, sur aller rembourser la dette uniquement à des porteurs des porteurs humains, c'est-à-dire non pas des X par avant, mais demander la cascade des intermédiaires, et donc à travers cette cascade des intermédiaires, nous permettre aussi d'attaquer toute la dette qui est détenue à travers des paradis fiscaux, et donc qui a été ponctionnée chez nous, qui a été amenée dans des paradis fiscaux, et qui sert depuis les paradis fiscaux, ils nous reprêtent leur fric pour nous spolier une deuxième fois. Donc là-dessus, là on a un levier qui vient croiser le poids réel de la dette, et qui en plus vient croiser sur la capacité à lutter contre les paradis fiscaux. Sur les traités, et donc on peut mettre après en place des questions de dette perpétuelle, ça marche, les circuits du trésor marchent aussi, etc. Bon. Sur la question des traités, il y a un pouvoir de ratification des États sur les traités. Donc là, l'échelle nationale peut peser. Et c'est déjà d'ailleurs une des premières mesures qui avait créé des tensions entre Nicolas Hulot et le président de la République en septembre 2017, quand il y avait eu un accord du Parlement pour mettre en œuvre le CETA avant même sa ratification complète. Et donc là-dessus, les États ont encore évidemment un pouvoir important. Je ne sais pas si j'ai fait le tour des questions. En tout cas, le reste, c'est sans doute que tes réponses devaient être proches des miennes. En tout cas, merci effectivement pour la qualité des échanges et des débats. Dire peut-être en conclusion, on l'a assez peu abordé, c'est qu'il y a un enjeu allemand, il y a un enjeu politique allemand fort, puisque les élections générales sont le 26 septembre, et que dans le programme des Verts allemands, vous noterez, bon, je ne sais pas si vous le noterez parce qu'il y a un paquet de centaines de pages, je crois qu'il y a 270 pages, mais il a été voté début juillet, mais que là aussi, leur position se rapproche des nôtres, puisque s'ils ne parlent pas frontalement de renégociation des traités, ils parlent de chemin qui va jusqu'à la renégociation des traités, et que dans les éléments qu'ils proposent, notamment le droit d'initiative du Parlement, le rééquilibrage des pouvoirs, et bien, il y a des choses qui ne passent que par une révision des traités. Donc on voit que là aussi, il y a le choix des mots et le choix tactique de comment on avance, mais sur le fond, il y a une proximité qui nous permet d'espérer, en fonction de la situation politique à l'automne, là dans quelques semaines, qui nous permet aussi de pouvoir changer la négociation. Merci. Bon, il est 17h10, je suis désolé pour celles et ceux qui voulaient encore poser des questions, mais je voulais leur dire que demain, il y a une nouvelle séquence de débat sur les questions européennes. C'est demain matin à 10h dans cette salle. Il y aura un petit changement des rôles. Ruth Elkrieff sera remplacée par David Pujadas à ma droite pour animer le débat. Et on débattra avec une autre candidate à la primaire des écolos, Sandrine Rousseau, demain à 10h dans cette salle sur cette question européenne. Je pense qu'on peut réapplaudir Éric Piolle, le remercier d'avoir participé à ce débat.
Et merci à vous.